Bonjour à toutes et à tous. Nous allons débuter notre réunion de ce jour. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Laurence Boone, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargée de l'Europe. Chère Laurence, merci pour votre présence ce matin. Et nous vous remercions de bien avoir voulu venir devant notre commission pour aborder deux sujets importants. D'abord, la communauté politique européenne qui a été discutée, débattue et lancée à Prague le 6 octobre dernier, et puis les résultats du Conseil européen des 20 et 21 octobre dernier, qui lui s'est tenu à Bruxelles. Et je voudrais d'abord me féliciter de la tenue du sommet de Prague, qui a permis d'instituer la communauté politique européenne, qui avait été une volonté et un projet pensé et proposé par le président de la République le 9 mai dernier à Strasbourg, au moment de la conclusion de la conférence sur l'avenir de l'Europe, et qui a permis et qui a trouvé un débouché, lors de ce sommet, après 6 mois de discussions âpres avec nos partenaires européens, et puis avoir un peu de doute, parfois de scepticisme autour de ce concept. Et on a vu que grâce à l'action de la diplomatie française, du gouvernement, de vous-même, du président de la République, on a réussi à lever un certain nombre d'inquiétudes, et je crois que le sommet du mois d'octobre dernier peut être considéré comme un succès, puisque 44 chefs d'État et de gouvernement étaient représentés à Prague, dont 17 pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, certains qui sont candidats pour le devenir, d'autres qui ne le sont pas, comme le Royaume-Uni ou la Norvège. Et donc, je crois que ce cadre large qui a permis d'avoir une discussion très approfondie sur les sujets structurants sur l'avenir du continent, notamment sur les enjeux de sécurité, de politique étrangère, de recherche, d'éducation, de rencontres entre les sociétés civiles et la jeunesse, et de bon augure pour l'avenir. Et donc nous aurions aimé vous entendre sur la nature de ces discussions. Et puis c'était aussi et surtout un message, je crois, de solidarité et d'unité des Européens, au moment où la guerre est de retour sur le continent européen, et où, face à l'agression brutale, totale, massive de la Russie face à l'Ukraine, nous avons besoin de cette unité, de cette solidarité. Unité et solidarité qui s'est retrouvée lors du Conseil du 20 et 21 octobre dernier, avec parfois des divergences et des différences d'appréciation sur certaines questions, mais unité sur le plan énergétique pour réduire le prix avec la définition d'un nouvel indice de prix du gaz. Et puis unité aussi pour soutenir l'Ukraine et répondre à la guerre menée par la Russie, avec des décisions qui ont été prises, notamment avec le lancement d'une mission européenne pour former les soldats ukrainiens, 500 millions d'euros supplémentaires pour aider les forces ukrainiennes, qui sont donc une étape supplémentaire dans la solidarité que nous apportons, nous, Européens, au peuple ukrainien. Donc voilà pour le contexte. Je ne vais pas être plus long. Je vous laisse la parole immédiatement, et puis après, ce sera les questions des collègues. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, cher Pierre-Alexandre. Mesdames et Messieurs les députés, merci de votre invitation afin de partager et débattre avec vous des conclusions du sommet de Prague sur la communauté politique européenne du 6 octobre et du Conseil européen des 20 et 21 octobre. Il y a beaucoup à dire, évidemment, de ces deux événements, et vos questions, je n'en doute pas, nous permettront de préciser certains aspects. Alors, sur le sommet de Prague du 6 octobre, l'audition de M. Stefano Sannino, le secrétaire général du Service européen pour l'action extérieure de l'Union, par votre commission, à la veille du sommet, vous a permis d'aborder les grandes lignes de ce projet. Donc, j'irai directement aux conclusions qui peuvent être tirées du sommet du 6 octobre. Comme vous savez, les chefs d'État et de gouvernement de 44 pays participants, donc 27 États membres de l'Union européenne, et l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, les 6 pays des Balkans occidentaux, le Royaume-Uni, la Turquie, les 4 pays de l'AELE ont participé à cet événement, et c'était incontestablement un signal très encourageant. Cet événement a pu envoyer un message fort, c'était vraiment le lancement, un message fort d'unité face à la Russie, c'était son but premier. Et il a marqué aussi la détermination des 44 pays à affronter
ensemble les défis que nous avons en commun en tant que membres de la famille européenne. Avec un léger recul, je crois que nous pouvons d'ores et déjà dire que le premier sommet de la communauté politique européenne a été un succès. Et la France, comme vous le rappeliez, Monsieur le Président, qui a lancé l'initiative il y a moins de 6 mois et qui a beaucoup soutenu les efforts de la présidence tchèque pour organiser ce premier rendez-vous, peut vraiment être fière d'avoir contribué à ce résultat. Alors, ce succès, évidemment, s'explique d'abord par un important travail de conviction, à la fois et spécialement auprès de nos partenaires européens, pour lever leurs doutes sur les intentions de la France ou sur l'intérêt politique de la nouvelle communauté depuis le 9 mai, lorsque le président de la République avait fait pour la première fois cette proposition. Et c'est vraiment ce travail de conviction en commun, et d'ailleurs merci à tous ceux ici qui l'ont soutenu, qui a permis de rassurer nos partenaires sur nos intentions, sur plusieurs points. D'abord, sur l'articulation entre la communauté politique européenne et l'élargissement. Évidemment, il a fallu répéter, et je crois qu'il faudra continuer à le faire, que pour les pays candidats, la communauté politique européenne contribuerait à renforcer leur ancrage européen par des projets concrets, évidemment sans attendre l'aboutissement d'un processus qui, comme tout le monde le sait, peut se révéler très long. Pour mémoire, je crois que le pays qui a rejoint l'Union européenne le plus rapidement a mis 5 ans, c'était la Slovénie. Sur la nature institutionnelle de la CPE aussi, il a fallu rassurer, et notamment le risque de concurrence avec d'autres structures. Nous avons défendu l'idée qu'il s'agissait d'un format intergouvernemental qui serait souple, qui associerait les institutions européennes et qui respecterait aussi l'autonomie décisionnelle de l'Union. C'était important pour avoir à la fois les pays à la frontière nord-sud de l'Europe. Et puis, bien sûr, nous avons insisté sur le fait que ça ne dupliquerait pas des organisations européennes existantes. Donc le premier objectif de ce sommet était d'envoyer un message d'unité dans le contexte de la guerre en Ukraine, et je crois qu'il a été rempli, vous l'avez souligné. Cette première réunion a donc répondu aux besoins stratégiques de renforcer le dialogue politique à l'échelle du continent et défini les grandes thématiques qui font et qui feraient l'objet de préoccupations partagées. La paix et la stabilité d'une part, l'énergie, le climat, l'économie d'autre part. Et notamment, les participants se sont accordés sur la nécessité de poursuivre le soutien à l'Ukraine, à la fois sa résilience, et puis après, on verra les prochaines étapes dont je parlerai tout à l'heure, qui ont été discutées au Conseil européen. Ensuite, en parallèle à ces discussions plénières, il y a eu des échanges en format réduit, qui ont abouti à des résultats tangibles, je crois, très importants. Je vais juste vous donner un exemple. En format entre le président Macron, le président du Conseil européen Charles Michel, les chefs d'État d'Arménie et d'Azerbaïdjan, puisque cette réunion à 4 a abouti à un accord sur l'envoi d'une mission européenne d'observation dans la zone de conflit entre les deux pays. Le second objectif du sommet, il était de se mettre d'accord sur plusieurs champs de coopération concrète. Il y en a 7. La protection de nos infrastructures essentielles, la coordination de nos politiques énergétiques pour limiter les dépendances et pour limiter la hausse des prix, la lutte contre la cybercriminalité, la propagande et la désinformation, une approche commune sur les questions de jeunesse, notamment pour renforcer les coopérations entre les universités et les politiques éducatives européennes, la gestion intégrée des flux migratoires avec l'accueil des migrants et la lutte contre les réseaux de passeurs, et puis des sujets régionaux dans la mer Noire, la mer Baltique et le Caucase. Voilà, il y a eu, je crois, beaucoup d'enthousiasme, comme en témoigne le fait que plusieurs États se sont proposés pour accueillir les prochains sommets, notamment la Moldavie, l'Espagne, mais aussi le Royaume-Uni. Bien évidemment, maintenant, nous devons consolider cette communauté politique européenne, et notamment avec des projets concrets. D'abord, nous avons donc un vrai travail de fond
à mener sur les coopérations sectorielles qui pourront être développées sous l'égide de la CPE, et notamment avec les candidats à l'adhésion de l'Union européenne. Je vais en citer deux types. D'abord, les sujets d'infrastructure et de connectivité, surtout dans l'urgence de l'hiver et de la guerre, donc l'énergie, le climat, le numérique, les connexions de transport, l'agriculture. Et puis des projets économiques et sociaux plus larges, notamment les chaînes d'approvisionnement, les enjeux sanitaires, le renforcement qualitatif et la mobilité des ressources humaines notamment. Et c'est là-dessus que tous les pays sont en train de travailler. Voilà, l'enjeu politique, il est assez clair, je crois, pour nous tous. Le défi technique, il est évidemment considérable, puisque comme nous faisons déjà beaucoup, il s'agit de ne pas dupliquer ce qui existe déjà. Et donc, j'en profite pour vous dire que les propositions que vous pourrez nous adresser seront les bienvenues. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés sur le sujet. Voilà, c'était cette première réunion de la communauté politique européenne et sa poursuite qui s'annonce un signal diplomatique et géopolitique qui est majeur. C'est peut-être le signal le plus fort depuis le 24 février dernier. Je crois que cela signale que la France continue à être à l'initiative en Europe. Et je vais maintenant passer au Conseil européen des 20 et 21 octobre pour vous en présenter les résultats. Comme vous le savez, il avait été préparé par le sommet de Prague du 7 octobre. Alors, le premier des sujets qui a été abordé, bien sûr, l'Ukraine. Le Conseil a continué de condamner avec la plus grande fermeté les récentes attaques de missiles et de drones, maintenant perpétrées sans discrimination, contre des civils, contre des biens, contre des infrastructures civiles à Kiev et dans toute l'Ukraine. Et le président de la République l'a dit lors de sa conférence de presse, c'est vraiment une stratégie russe pour détruire méthodiquement les capacités de résistance et les infrastructures civiles essentielles pour l'hiver de l'Ukraine. Et donc évidemment, nous allons continuer de maintenir la pression sur le régime russe pour l'affaiblir durablement, avec des sanctions qui ont un objectif très clair, asphyxier l'effort de guerre russe. Mais maintenant, les mesures restrictives visent également les alliés du Kremlin dans la guerre d'agression. Donc il y a eu des sanctions en réaction au transfert de drones iraniens à la Russie. Et nous sommes évidemment prêts à adopter des nouvelles mesures à l'encontre de la Biélorussie. Donc les chefs d'État et de gouvernement ont rappelé à la fois leur solidarité et leur unité avec l'Ukraine, tout en continuant de la soutenir sans faille et dans la durée sur tous les plans. Sur le plan humanitaire, d'abord, l'Union européenne se tiendra, comme elle l'a toujours fait, aux côtés de l'Ukraine, en particulier en vue de la préparation de l'hiver. Sur le plan militaire, il a été décidé ces dernières semaines du lancement d'une mission européenne de formation des soldats ukrainiens à laquelle la France prend toute sa part. Il y a eu également acte de renforcer encore les mesures d'assistance au titre de la Facilité européenne pour la paix afin de soutenir les efforts des armées ukrainiennes. Sur le plan financier, ensuite, les dirigeants européens ont soutenu les efforts qui permettent la poursuite du décaissement rapide de la deuxième tranche de l'aide macrofinancière de l'Ukraine, c'est 5 milliards d'euros, et la mise à disposition des 3 milliards restants. Sur le plan politique, donc avec la perspective européenne de l'Ukraine et puis le succès du premier sommet de la CPE que je viens de mentionner. Enfin, l'Union européenne a aussi rappelé sa détermination à soutenir les efforts pour la reconstruction d'Ukraine en collaboration avec les partenaires internationaux. Et puis, la lutte contre la désinformation destinée à réduire nos efforts collectifs visant à défendre la souveraineté de l'Ukraine et bien sûr l'ordre international qui est fondé sur les règles. Monsieur le Président, je crois que vous avez organisé au sein de cette commission une table ronde sur les ingérences étrangères, y compris dans les processus démocratiques européens. Et permettez-moi de saluer cette initiative ce matin. C'est évidemment un sujet, et notamment qui tient à cœur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, comme vous savez.
Enfin, le Conseil, toujours en lien avec l'Ukraine, le Conseil a traité de l'insécurité alimentaire mondiale qui est causée, et je crois qu'il faut le répéter, par la guerre de la Russie contre l'Ukraine, notamment en rappelant clairement dans les conclusions la responsabilité russe dans la crise alimentaire mondiale, mais aussi la nécessité du renforcement des corridors de solidarité qui ont déjà permis de faire sortir d'Ukraine plus de 10 millions de tonnes de céréales. Alors, ensuite, naturellement, le Conseil a parlé de la crise énergétique. On en a déjà parlé ici, nous allons en reparler évidemment. Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les députés, vous vous êtes dès le 22 septembre dernier emparés de ces enjeux et des solutions à y apporter, avec notamment l'organisation d'une table ronde dédiée. À nouveau, je veux vous remercier de cette initiative. Je pense que c'est vraiment important de continuer de parler et d'informer sur ce sujet. Et ça montre que nous pouvons tous ici partager les mêmes urgences et faire le mieux pour y remédier. Donc le Conseil européen est revenu sur les dernières propositions de la Commission européenne du 18 octobre qui complètent les différents règlements déjà adoptés pour des mesures d'urgence dans ce domaine. Nous avons avancé sur un certain nombre de sujets, comme vous savez, le renforcement de notre stockage de gaz, la réduction de la consommation d'énergie, la contribution des entreprises énergétiques et la diversification des approvisionnements. La Commission, et à la demande des États membres, doit compléter ces dispositions par de nouvelles propositions qui permettront notamment de mettre en place une plateforme d'achat conjoint à l'échelle de l'Union européenne et des pays membres de la communauté de l'énergie. Ce sera décisif pour notre approvisionnement, bien sûr, mais aussi pour le pouvoir de négociation que nous pouvons avoir pour remplir les stocks de gaz en vue de l'hiver prochain. Ces nouvelles propositions vont aussi faciliter la conclusion d'accords de solidarité entre États membres, et puis elles vont ouvrir la porte sur d'autres possibles mesures qui concernent la consommation de gaz ou des actions sur les prix. Alors, d'un côté, les conclusions du Conseil européen elles représentent un accueil qui est globalement positif de ces nouvelles propositions. Elles renforcent le mandat de la Commission pour agir urgemment et de manière ambitieuse en vue de réduire les prix de l'énergie payés par les ménages et les entreprises. Mais elles doivent aussi permettre de donner un cap et un calendrier clair, notamment avec de nouvelles propositions concrètes pour réduire les prix de l'électricité. C'est le plus urgent, et du gaz à court terme. Sur les prix, sur la réduction des prix de l'électricité, il y a plusieurs propositions qui sont en cours d'étude et qui seront discutées d'ici dans les prochaines semaines. D'abord, une évolution de l'indice reflétant les prix du gaz, puisque comme vous savez aujourd'hui, il est sur le gaz en pipeline et pas sur le gaz liquide. Un corridor de prix pour le plafonnement le plafonnement des prix du gaz utilisé pour produire l'électricité, qui est une proposition que nous avons fortement poussée. Lors du Conseil énergie du 25 octobre, il y a eu un premier échange au niveau politique sur ces propositions. La Commission a fait certaines propositions, notamment sur la mise en place de la plateforme et l'évolution de l'indice des prix du gaz. La présidence tchèque a d'ores et déjà annoncé qu'elle visait une adoption dès le 24 novembre au cours d'un nouveau Conseil énergie. Et puis, nous pensons que s'il a été fait beaucoup, en peu de temps, il faut quand même aller plus loin. La situation est vraiment urgente et donc nous attendons de la Commission, et nous l'avons dit, qu'elle fasse de nouvelles propositions, notamment sur le découplage du prix de l'électricité et celui du gaz. Et surtout, et le Conseil européen l'a rappelé, nous demandons une réforme structurelle des marchés de l'énergie à moyen terme pour avoir un marché plus cohérent, moins volatile. Nous avons demandé des propositions concrètes à la Commission à ce sujet d'ici la fin de l'année pour avancer dès début 2023 sur ce sujet. Maintenant, sur les questions économiques. Donc, évidemment, le Conseil européen est revenu sur la situation économique, notamment sur l'inflation, et comme les perspectives d'inflation peuvent peser à leur tour sur les personnes et sur nos perspectives de croissance.
Vous savez, vous l'avez déjà entendu, que grâce aux mesures qui ont été prises et que vous avez adoptées à l'Assemblée, la France se sort mieux que tous les autres États de la zone euro en termes d'inflation, avec une inflation à 6,2. Elle est au-dessus de 10% en moyenne dans la zone euro. C'est en grande partie grâce aux mesures qui ont été mises en place pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. Nous avons de nouveaux dispositifs qui sont en cours de déploiement, notamment le nouveau chèque énergie d'ici la fin de l'année pour les foyers les plus modestes. Et puis le bouclier tarifaire qui sera renouvelé en 2023. Tous nos partenaires européens ont adopté des mesures similaires, avec plus ou moins la même ampleur. Maintenant, ce à quoi nous devons veiller, c'est que ces mesures nationales ne conduisent pas, in fine, à une divergence économique de la zone euro et à un déséquilibre entre les États membres, puisque tous n'ont pas la même capacité à mettre des mesures aussi généreuses que les mesures françaises. Donc, lors du Conseil européen, les États membres ont réaffirmé la nécessité de mettre en place un cadre commun qui permette une réelle solidarité financière. Il y a d'abord la révision de l'encadrement temporaire de crise pour les aides d'État qui permet de soutenir l'économie suite à l'agression de la Russie contre l'Ukraine, et la Commission vient de le présenter. Et puis, la Commission va étudier, ou le Conseil a demandé de regarder une nouvelle action économique commune au niveau européen pour les États membres qui ne disposent pas des mêmes marges de manœuvre que nous. C'est d'ailleurs le sens de la proposition de la Commission qui est rebaptisée REPowerEU, et qui est discuté aujourd'hui en trilogue avec le Parlement européen. La Commission pourrait donc faire de nouvelles propositions pour que la part de subvention de ce paquet financier soit augmentée. Et plus largement, les 27 ont demandé à la Commission et au ministre des Finances d'avancer sur des mécanismes européens de solidarité financière, un petit peu comme ce qu'on avait fait pour le Covid. Voilà, pour conclure, le Conseil européen a parlé de relations extérieures et notamment des relations entre l'Union européenne et la Chine. Vous connaissez comment l'Union européenne a défini son approche des relations avec la Chine autour du triptyque concurrence, coopération, rivalité systémique. Non seulement le Conseil européen a réaffirmé la pertinence de ce concept, mais sans naïveté sur l'évolution du comportement de la Chine ces dernières années. Évidemment, vous avez tous noté le glissement graduel vers une dimension de rivalité plus affirmée, et notamment sur le plan des valeurs. Donc la réponse européenne va s'adapter, va continuer de s'adapter à ces changements structurels, notamment dans leur manifestation dans la relation plus précise entre l'Union européenne et la Chine, qu'il s'agisse de la position chinoise sur la guerre en Ukraine ou bien de la montée des tensions dans le détroit de Taïwan. Maintenant, si nous ne sommes pas naïfs, nous savons aussi que nous avons besoin de la Chine pour certaines coopérations dans des enjeux globaux et multilatéraux comme la lutte contre le changement climatique, et nous allons devoir poursuivre ces coopérations. Ça ne nous empêche pas de maintenir une approche européenne très ferme sur la défense des valeurs et des droits de l'homme. Et il y a eu la publication de la proposition de règlement de la Commission relatif à l'interdiction des produits issus de travail forcé sur le marché de l'Union. Et je crois que ça, c'est un développement très significatif. Nous devons être la première grande zone à avoir fait ce pas. Et puis pour conclure, le Conseil est revenu sur la préparation de deux grandes échéances internationales. D'abord, la COP27, qui, comme vous savez, commence à la fin de la semaine à Sharm el-Sheikh. Évidemment, les émissions de gaz à effet de serre ont continué à augmenter au niveau mondial, et les tensions sur les marchés énergétiques menacent l'intégrité des engagements climatiques internationaux. En plus, nous avons eu cette année des événements météorologiques qui ont montré l'urgence de faire face au changement climatique. Les ministres de l'Environnement ont d'ailleurs adopté à l'unanimité, lors du Conseil environnement du 24 octobre, un mandat de négociation de l'Union européenne très ambitieux pour la COP27. Et c'est bien notre priorité en France que nous continuons d'avoir une action climatique très forte. Et puis, il y a eu une discussion sur la préparation du sommet entre l'Union européenne et l'ASEAN, qui aura lieu en décembre prochain. Ça sera l'occasion de mettre en valeur notre stratégie Indo-Pacifique et ses réalisations concrètes. Voilà, Mesdames, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, vous le voyez, l'agenda
était chargé au Conseil européen, il reste chargé pour les semaines et les mois à venir. Je crois qu'il démontre aussi, ou ce discours un peu long démontre aussi que partout où nous avançons et partout où nous le pouvons, nous renforçons la capacité d'action de l'Union européenne. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ce large panorama des deux sommets européens. Je passe tout de suite aux orateurs de groupe. Je vous demanderai de vous limiter à 2 minutes et de respecter le temps, parce qu'il y a 18 demandes de prise de parole. Donc si tout le monde veut pouvoir s'exprimer, c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc je passe tout de suite la parole à Liliana Tanguy pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je vous remercie sincèrement d'être venue nous parler de solidarité européenne à l'heure où l'Union se trouve à la croisée des chemins. Et il est clair que la guerre en Ukraine nous oblige à repenser les relations qui unissent l'Union européenne avec son environnement immédiat. Alors reconnaissons-le, la politique de voisinage de l'Europe était depuis longtemps à l'arrêt. La France ne comptait d'ailleurs pas au nombre des pays les plus volontaristes dans ce domaine. Or, cette question redevient un enjeu politique majeur et lors de la conférence sur l'avenir de l'Europe, le président de la République a donc lancé l'idée d'une communauté politique européenne dont le premier sommet a été un succès, comme vous venez de nous l'expliquer. Et je pense que ce sommet a permis d'ouvrir des perspectives encourageantes pour renforcer le dialogue stratégique et la coopération à l'échelle du continent. Or, cette CPE, qui devrait permettre d'offrir aux États européens désirant ou non d'intégrer l'espace communautaire un cadre de discussion sur des problématiques communes telles que la sécurité, l'énergie, les convergences économiques et sociales. Elle est toutefois à ses prémices et donc il serait nécessaire d'avoir plus d'informations sur les critères d'adhésion et les modalités de fonctionnement de cette instance de coopération qui doit encore pouvoir être réfléchie à l'échelle de notre groupe. Et notre groupe politique souhaite profiter de votre présence, Madame la Ministre, pour rappeler qu'il serait important d'associer aussi les parlementaires nationaux au processus de création de cette communauté. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette perspective de formation d'un groupe de travail sur l'avenir de l'Europe sera proposée le 7 novembre prochain à Berlin lors de la prochaine séance plénière de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Et pour finir, je voudrais juste évoquer les engagements qui ont été pris face à la crise énergétique et pour lesquels la France et le président Macron ont joué un rôle important pour parvenir à une position commune. Pouvons-nous espérer, Madame la Ministre, une mise en application rapide de ces propositions? Merci. Merci beaucoup. La parole est à Madame Joëlle Mélin pour le Rassemblement national pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, d'être jusqu'à nous. Je voudrais réagir à propos de la communauté politique européenne qui vraiment interpelle. Et tout d'abord, qu'est-ce que le socle de valeurs? Est-ce, Madame, les valeurs qui ont prévalu il y a bientôt 30 ans lorsque l'Europe n'a pas su réagir à la guerre de Yougoslavie, qui a entraîné des conséquences importantes, dont les seules que nous connaissions aujourd'hui, 30 ans après, c'est la circulation des armes dans nos cités? Est-ce que, par assimilation, ce sont les valeurs qui ont prévalu au printemps arabe, qui ont fait, 15 ans après, une déstabilisation totale, non seulement de la bande sahélienne, mais aussi maintenant de l'Afrique subsaharienne, avec les mafias nigérianes qui viennent jusque dans nos cités françaises déstabiliser encore plus les données de la civilité? Est-ce, Madame, les valeurs qui ont prévalu à une forme, il faut bien le dire, non seulement de naïveté, mais sans doute d'aveuglement, qui font que pendant 8 ans, toutes les institutions européennes avaient l'occasion d'empêcher cette guerre? Et je dois dire, moi j'étais au Parlement européen, réellement, nous aurions pu et nous aurions dû empêcher cette guerre. Elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Qu'est-ce qui va en ressortir après une période de profonde instabilité et peut-être de guerre généralisée? Pendant 20 ans, une circulation des armes qui, une fois de plus, viendront se répandre dans nos pays, alors que nous nous les aurions payées nous-mêmes. Alors, mes questions, Madame, il y en a 2. La première, est-ce que vous n'êtes pas interpellée par la description de cette communauté européenne en se disant qu'elle ressemble furieusement à l'Eurasie occidentale telle qu'elle est définie dans le grand échiquier de Brzezinski? Vous savez, ces jolis petits croquis que l'on voit d'édition en édition, et on retrouve tout à fait cette même configuration. Et Madame, mesurez-vous quand même par cette communauté que d'emblée nous créons à l'intérieur même d'une entité
des dangers supplémentaires. La Grèce est en train de se réarmer actuellement contre la Turquie. Nous avons parallèlement le conflit d'Azerbaïdjan et d'Arménie qui n'est absolument pas réglé, vous le savez bien. Et surtout, madame, même si nous ne sommes pas encore sous les bombes, nous sommes déjà dans une guerre économique très importante, qui est la guerre énergétique, que nous n'avons pas su et que nous aurions dû, dès le premier trimestre 2021, empêcher par un moratoire sur le marché unique de l'énergie. Merci de vos réponses, Madame la Ministre. Merci. La parole est à Nathalie Osiol pour la France Insoumise pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le 21 octobre dernier, Emmanuel Macron annoncer le retrait de la France du traité sur la charte de l'énergie dans la foulée d'autres pays européens comme l'Italie, l'Espagne, la Pologne et les Pays-Bas. Alors nous nous réjouissons d'avoir été entendus par le président de la République sur ce sujet. Au Parlement européen, il faut le dire, le groupe de la GUE auquel appartient la France Insoumise était jusqu'alors le seul à défendre ce retrait, en lien avec les associations pour le climat et les ONG. Pour rappel, ce traité est profondément anti-écologique et antidémocratique puisqu'il permet aux industriels de réclamer des dédommagements à un État dont les décisions affectent la rentabilité de leurs investissements, y compris lorsqu'il s'agit de politiques de soutien aux énergies renouvelables. Alors bon, nous ne sommes pas complètement dupes. En se retirant d'un traité décrié par nombre d'ONG de défense pour le climat, votre gouvernement tente une opération médiatique qui ne nous fait pas pour autant oublier que vous avez été condamné 4 fois pour inaction climatique, notamment pour non-respect des accords de Paris. D'ailleurs, le TCE est censé s'appliquer encore 20 ans après le retrait d'un pays signataire. Alors comment allez-vous expliquer que vous n'allez pas plus loin dans la désobéissance ? On peut se permettre, finalement, on le voit ici, de ne pas respecter des traités contradictoires avec les engagements pris par la France. À la France Insoumise, nous sommes les premiers à rappeler que la France possède une capacité d'entraînement des États au sein de l'Union européenne. Alors il faut aller maintenant plus loin. Il faut désobéir des traités commerciaux de libre-échange tels que le TAFTA, le traité avec la Nouvelle-Zélande. Il faut désobéir des traités imposant l'austérité budgétaire. On étudiait en ce moment les projets de loi budgétaires. Vous n'auriez peut-être pas eu besoin de 4,49.3 pour passer en force votre PLF et votre PLFSS austéritaires en désobéissant. Et j'en profite pour poser également cette question des amendements. Que vont devenir les amendements pour l'écologie que nous avons fait adopter démocratiquement par le vote à l'Assemblée, ceux des 12 milliards pour la rénovation énergétique, des 3 milliards pour le déploiement du ferroviaire. Ça, ce sont des mesures pour l'écologie. Alors, merci de nous répondre, Madame la Ministre. Merci. La parole est à Michaël Herbillon pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, de votre exposé. Je voudrais d'abord vous interroger sur la conférence de Prague pour vous dire que, évidemment, pour ce qui nous concerne, on ne peut que se féliciter que cette réunion ait eu lieu, que 44 chefs d'État et de gouvernement de 44 pays européens se parlent, se rencontrent, échangent. Cela d'autant plus que dans le contexte international que nous connaissons, les messages d'unité, de solidarité des pays européens vis-à-vis de l'Ukraine et face à l'agression russe étaient évidemment des choses importantes qui ont été évoquées dans cette réunion. Et bien entendu, les enjeux évoqués que vous avez rappelés sont importants et il est assez essentiel que les pays européens se parlent de cela. Mais il y a des risques et je voudrais vous interroger à ce sujet. Le premier risque, vous l'avez dit d'ailleurs, mais je voudrais savoir comment vous pensez le conjurer, c'est le risque de l'empilement. C'est le risque de mettre une structure supplémentaire en Europe, et Dieu sait si elle n'en manque pas, cette Europe de structure, et donc le risque de dupliquer d'autres organismes existants. Et la conséquence de cela, elle est importante, parce que la conséquence, c'est l'illisibilité pour nos compatriotes, pour nos concitoyens, qui déjà ont du mal à s'y reconnaître en Europe. Et ce risque serait accru par le deuxième danger, le deuxième inconvénient, c'est l'absence de résultats concrets, ce qui éloignerait encore davantage nos concitoyens de l'Europe. Donc, je voulais vous demander quel est le suivi des résultats qui vont être mis en place par rapport aux 7 champs de coopération que vous avez évoqués. Quel est le processus de suivi ? Dans quel calendrier ? Il y a beaucoup d'objectifs ambitieux, mais ce qui est important pour nos compatriotes, et j'ajoute aussi pour les parlementaires que nous sommes, c'est qu'il y a un processus de suivi. Et ma deuxième question, Monsieur le Président, est relative à la Chine,
Vous avez évoqué les relations européennes et la Chine, Madame la Ministre. Le chancelier Scholz est aujourd'hui en Chine. La dernière fois, nous avions, pour notre part, félicité le président de la République d'avoir organisé une rencontre commune avec Angela Merkel, la chancelière fédérale, et le président Xi. Il se trouve que là, M. Scholz y va tout seul, contrairement à ce que souhaitait le président de la République. Et je pense que ceci traduit tout de même une difficulté, pour ne pas employer un autre mot, des relations entre l'Allemagne et la France. Et je voudrais vous interroger à ce sujet pour avoir votre évaluation. Merci beaucoup. La parole est à Madame Louise Morel pour le groupe démocrate. Les deux. Pas de problème, ça fonctionne, je crois. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Au nom du groupe démocrate, je tiens à vous remercier pour cette présence aujourd'hui et pour votre premier exposé. Alors, on en a parlé, le 6 octobre dernier se réunissaient à Prague pour la première fois les représentants des États membres de la communauté politique européenne. Et à l'occasion du discours de clôture, le président de la République a présenté cette organisation comme un nouvel espace de coopération politique ouvert aux nations européennes démocratiques qui adhèrent à notre socle de valeurs. Force est de constater les nombreuses convergences avec le Conseil de l'Europe à Strasbourg qui rassemblent les nations européennes qui cherchent dans le respect du droit des solutions aux problèmes de société. Alors, si la communauté politique européenne a rappelé un certain nombre de valeurs communes face à l'agression russe de l'Ukraine, rappelons également que le Conseil de l'Europe, en excluant la Russie le 16 mars dernier, a également pris la mesure des immenses défis que nous imposent les temps troubles que nous traversons. Enfin, il me semble nécessaire de nous interroger sur la gouvernance de cette nouvelle instance européenne. Il semblerait que des rencontres se tiendront régulièrement à travers des pays d'Europe, mais qu'en est-il de la structure permanente qui lui est rattachée et du personnel dédié ? Je voudrais souligner que Strasbourg, ville que l'histoire a voulu ériger en symbole de la construction européenne, voit régulièrement son statut remis en cause. Il pourrait être intéressant d'ancrer la communauté politique européenne dans cette ville en ces temps d'incertitude, voire parfois même de division. Ma question, ou plutôt mes questions, sont donc les suivantes. Quels sont les domaines d'action et quelles différences précises avec le Conseil de l'Europe aujourd'hui de cette organisation intergouvernementale ? D'autre part, au regard des discussions, est-ce que la communauté politique européenne se limitera à une sorte de Conseil de l'Europe de la défense ? Et enfin, très rapidement, l'exécutif compte-t-il porter à Strasbourg les instances de gouvernance de la communauté politique européenne ? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Félicie Gérard pour le groupe Horizon et Apparenté pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci pour votre présence aujourd'hui parmi nous afin d'évoquer le dernier Conseil européen et de faire un bilan sur la première réunion de la communauté politique européenne. J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer dans l'hémicycle il y a quelques semaines. Ce sommet est un succès à bien des égards. Il pose les fondations d'une stratégie commune au-delà des frontières de l'Union européenne et constitue un complément essentiel à la politique européenne de voisinage. À cette occasion, j'avais interrogé Madame la ministre Colonna sur le conflit actuel entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le sommet à Prague a été l'occasion de réunir les dirigeants azéris et arméniens afin de renforcer la reconnaissance mutuelle de leurs frontières, et une mission civile européenne a été déployée en Arménie. Les contours de cette mission ont été dessinés à l'occasion du Conseil des Affaires étrangères au Luxembourg le 17 octobre. Elle est composée d'experts qui étaient déjà présents en Géorgie et doit permettre à l'Union européenne de mieux cerner l'évolution de la situation et de contribuer à la délimitation de la frontière. En parallèle, une équipe d'évaluation des besoins, notamment d'ordre humanitaire, a été envoyée par l'OSCE en Arménie. Cette équipe devait consulter les parties prenantes nationales et locales du 21 au 27 octobre. Il serait probablement intéressant pour notre commission d'en connaître les conclusions. Madame la ministre, les conclusions du Conseil européen des 20 et 21 octobre dernier ne font pas référence au conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'attention est portée, à juste titre, sur le conflit ukrainien et les enjeux énergétiques et alimentaires qui en découlent. Je voudrais donc vous demander comment la France agit au niveau européen pour garder ce conflit dans le Caucase au plus haut dans l'agenda. Est-ce que d'autres actions sont envisagées par le Conseil européen et la diplomatie européenne pour assurer au mieux le succès de la médiation entamée à Prague ? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à André Chassaigne pour le groupe GDR pour 2 minutes. Merci.
Merci, Monsieur le Président. D'abord, deux constats. Premier constat, l'ampleur des dégâts de la politique européenne de l'énergie depuis Maastricht. Le fait est qu'en moins de 30 ans, la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz place l'Europe et les Européens au bord du précipice. Pire, ce système européen, appuyant la dérive de la politique énergétique allemande, avec l'indexation des prix de l'électricité sur le gaz et le développement des centrales thermiques de gaz pour compenser les énergies renouvelables intermittentes, est une machine à spéculation. Deuxième constat, alors que la production d'électricité en France provient aux 3/4 de ces centrales nucléaires, nous subissons ainsi de façon parfaitement absurde les conséquences de la volatilité des cours du gaz sur le marché européen de l'électricité. Face à l'explosion récente de ces prix, la Commission européenne avait appelé en septembre à découpler le prix de l'électricité du prix du gaz. Qu'en est-il à l'issue du Conseil européen des 20 et 21 octobre 2022 ? Je retiens 3 points. Un nouvel indice de référence complémentaire d'ici le début de l'année 2023 qui reflète plus exactement les conditions du marché du gaz. Concrètement, c'est quoi ? Deuxièmement, un corridor de prix dynamique temporaire pour les transactions portant sur le gaz naturel. Concrètement, c'est quoi ? Troisième remarque, un cadre temporaire de l'Union européenne visant à plafonner le prix du gaz utilisé dans la production d'électricité sans modifier l'ordre de préséance économique. Concrètement, c'est quoi ? Pour résumer, petit 1, le gaz, toujours le gaz. Petit 2, l'étalon gaz, toujours l'étalon gaz. Petit 3, le poids de l'Allemagne, toujours le poids de l'Allemagne. En un mot, rien de nouveau. Est-ce que vous partagez mon point de vue ? Merci. Nous avons fini le tour des orateurs de groupe, donc je repasse tout de suite la parole à Madame la Ministre, et ensuite les autres questions viendront. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai eu beaucoup de questions sur la communauté politique européenne et je vous en remercie. Je vais peut-être répondre à la députée Tanguy, Mélin, Herbillon et Louise Morel sur ce sujet en groupé, si vous m'y autorisez, pour éviter les répétitions et pour suivre les indications du président d'aller de façon concise et dynamique. Alors, d'abord sur la duplication. Effectivement, il y a le Conseil de l'Europe et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe que vous connaissiez, qui couvre un champ géographique qui est proche, voire très proche. Et puis, on a aussi, comme vous le savez, des relations de voisinage, notamment le partenariat oriental. Maintenant, la communauté politique européenne, il faut le redire, je crois, ce n'est pas une organisation multilatérale concurrentielle de ces organisations. Et c'était d'ailleurs le souhait très clair, puisque vous m'avez interrogé sur la structure, d'une majorité de nos partenaires, y compris nous, de préférer un format souple qui soit non institutionnalisé, plus proche de ce qu'on peut voir avec le G7 ou le G20, où il n'y a pas de secrétariat formel. Évidemment, il va falloir articuler les travaux de la CPE avec ceux de l'OCSE et le Conseil de l'Europe, et en commençant par l'OCSE, de lui réserver l'exclusivité du traitement formel de la maîtrise des armements et de la transparence des activités militaires. Pour le Conseil de l'Europe, cela veut dire que l'expertise sur les droits de l'homme, l'état de droit ou la lutte contre la corruption reste l'apanage et les prérogatives du Conseil de l'Europe, et les travaux du Conseil de l'Europe viendront nourrir ceux de la CPE. Et pour vous donner un exemple, nous allons avoir à la fois le second sommet de la CPE au printemps 2023, qui aura lieu en Moldavie, et le 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Europe, qui devrait avoir lieu mi-mai à peu près. Et nous sommes, l'Union européenne et la CPE plus généralement se coordonnent avec l'Islande pour avoir une parfaite articulation entre ces deux sommets. Donc il n'y a pas, je vais reprendre d'abord Liliana Tanguy, il n'y a pas de critères d'adhésion, précisément pour éviter ces duplications.
À nouveau, la protection des valeurs, c'est le Conseil de l'Europe, et en ce qui concerne la sécurité, c'est l'OCSE. Sur les valeurs, la communauté politique européenne, Madame Mélin, elle a bien pour objectif de soutenir la paix et la sécurité du continent. Et également les interconnexions énergétiques avec les pays de la communauté politique européenne. La dernière chose dont nous avons envie, c'est que ce soit la Russie qui s'en charge, vous en conviendrez, j'en suis sûre. Par ailleurs, le moratoire sur le marché unique, je vous le dis tout net, ça veut dire que nous n'avons pas d'électricité. Parce que, comme vous le savez, nous importons de l'électricité et comme l'Europe, c'est la solidarité, nous exportons du gaz. Et c'est pour ça que c'est comme ça que nous assurons notre sécurité énergétique. Je voudrais aussi vous souligner, puisqu'on parle de l'utilité pratique de la communauté européenne, de la communauté politique européenne aussi en matière d'affaires étrangères, que outre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et j'y reviendrai, la CPE a permis pour la première fois d'avoir le président Erdogan et le Premier ministre arménien Pachinian dans la même pièce. De même que nous avons eu le Premier ministre grec, le président de la République chypriote et Erdogan dans la même pièce. Et donc on apaise et on répond justement aux tensions que vous évoquez. Ce qui m'amène, je ne vais pas le faire tout à fait dans l'ordre, vous m'en excuserez, à la question plus précise de M. Herbillon sur le risque d'empilement et d'absence de résultats. Sur le suivi des résultats, on va avoir des Sherpas dans les 44 pays. Nous allons avoir un rendez-vous en Moldavie, comme je le disais, c'est la première étape. Et ensuite, un pays de l'Union européenne, toutes les 2 réunions. Donc après la Moldavie, ce sera probablement l'Espagne, puisqu'ils seront aussi en présidence de l'Union européenne. Sur la question d'Olaf Scholz en Chine, puisque je vous réponds sur la CPE. Comme vous le savez, d'abord, le président a été très clair pendant le Conseil européen pour expliquer l'évolution de la doctrine sur la Chine dont je vous parlais. Il en a parlé avec le chancelier très franchement juste avant le Conseil européen. Je crois qu'il faut que nous revenions à l'essentiel, qui est de défendre ensemble la souveraineté européenne, la réduction de nos dépendances critiques. Et c'est ce à quoi nous sommes en train de travailler dans la perspective du prochain Conseil des ministres franco-allemands, qui sera sans doute en janvier 2023. Madame la députée Morel, je voulais juste repréciser qu'effectivement, il n'y aurait pas de structure dédiée. Mais le G7 et le G20, enfin le G20 jusqu'à la guerre en tous les cas, fonctionnent très bien comme ça. Et je crois qu'il y a assez peu d'enthousiastes dans les pays pour avoir une autre organisation internationale. Je note votre proposition d'ancrer la CPE à Strasbourg, qui, j'en suis sûre, ne manquera pas de susciter beaucoup d'intérêt. Je crois que j'ai répondu aux questions sur la CPE. Donc, Madame Oziol, sur le retrait du traité de la Charte sur l'énergie. Donc, je crois que nous avons toutes les raisons de nous féliciter. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Barbara Pompili qui avait soutenu elle était cachée, qui avait soutenu Clément dans cette démarche, qui a fait l'objet, comme vous savez, de réunions interministérielles qui ont abouti à cette conclusion un petit peu avant le Conseil européen. Et je dois vous dire que nous étions très heureux que le président puisse annoncer cela à la fin du Conseil européen du 21 octobre. Comme vous le savez, il y a une procédure en cours avec des amendements que nous estimons insuffisants, mais que nous voterons pour ne pas pénaliser les pays qui vont rester là et qui amèneraient de toute façon à être en place et à modifier les choses vraiment vers 2040, qui est à peu près l'horizon auquel nous aurons le retrait plein du TCE, comme vous savez. Nous nous retirons avec d'autres pays. Nous ne désobéissons pas. Je crois que c'est assez différent et les mots ont un sens. Et je tiens aussi à rappeler que nous avons la politique la moins austère des 27 pays de l'Union européenne, avec le bouclier tarifaire le plus important. Je sais parfois c'est difficile d'accepter ce genre de réalité, mais c'est tout à fait factuel. Merci.
Madame la députée Gérard, vous m'avez demandé, vous m'avez posé des questions sur les conséquences, sur les conséquences, pardon, des discussions, pardon, vous m'avez interrogé sur les discussions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Je dois dire que c'était particulièrement émouvant et impressionnant de voir effectivement ces chefs d'État et de gouvernement qui ne s'étaient pas parlé depuis trop longtemps, discuter avec le président du Conseil, Charles Michel, et le président de la République pour arriver à mettre en place cette mission. Alors cette mission, elle va évaluer les conséquences des affrontements sur la population locale, sur l'environnement, sur les infrastructures civiles. Nous attendons un rapport dans les prochains jours. C'est une mission qui est demandée par les Arméniens et nous allons évidemment continuer de suivre de très près, et je l'espère avant la prochaine CPE, ces résultats. Monsieur le Président Chassaigne, comme vous savez, le marché européen énergétique et notamment l'ordre du mérite que vous avez mentionné, l'objectif était de favoriser le développement des énergies renouvelables. Et je crois que nous pouvons convenir ensemble que cet objectif-là, il a été atteint et puis ça a marché, ça a fourni de l'énergie à des prix abordables pendant des dizaines d'années jusqu'à ce qu'on arrive à la guerre déclenchée par la Russie envers l'Ukraine. La Commission, le Conseil européen ont pris acte et je tiens à souligner, je ne vais pas les répéter, je pense que je laisserai votre patience, toutes les mesures qui ont été déjà prises. Je voudrais juste insister sur deux choses. Ce n'est pas la Commission qui a appelé à découpler le prix du gaz et de l'électricité, c'est plusieurs États membres et dont la France avec beaucoup d'insistance. Et là, il y a deux choses à ce sujet. Le premier est de découplage temporaire pour faire face à la situation urgente de cet hiver, comme vous savez. Et le second est une revue plus permanente du fonctionnement du marché de l'électricité, effectivement, parce qu'on en a besoin. Et là, à nouveau, la Commission va présenter des premières mesures vers la fin de l'année ou le début de l'année prochaine pour que nous puissions travailler sereinement et mettre en place une réforme qui soit permanente et effectivement plus appropriée et ajustée à notre mix énergétique. Nous ne sommes pas concentrés sur le prix du gaz. Nous avons notamment proposé des mesures pour faire baisser le prix de l'électricité et notamment la solidarité, elle marche dans les deux sens pour l'électricité et le gaz. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Alors je passe au reste des orateurs. Madame Lisiane Métayer pour le groupe Renaissance pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, donc le 6 octobre dernier, comme cela a été rappelé, à l'initiative du Président de la République, se tenait à Prague une première réunion de la communauté politique européenne. L'objectif, dans le contexte inédit de guerre que connaît l'Europe, est d'instituer, comme ça a été indiqué, un espace politique européen au-delà de l'Union européenne. Le Président de la République le voit comme une plateforme politique de coordination entre les pays de l'Union européenne et leurs voisins. La singularité de cette réunion réside dans le fait qu'elle réunissait, aux côtés des pays membres de l'Union européenne, des pays candidats à l'adhésion dans l'UE et un pays, le Royaume-Uni, qui a décidé de quitter l'Union européenne. Si on peut se réjouir de la participation du Royaume-Uni aux discussions dans un contexte post-Brexit, des inquiétudes sont nées chez les pays souhaitant rejoindre l'Union européenne. Parmi les candidats à l'adhésion présents à la réunion, certains viennent d'obtenir ce statut. L'Ukraine et la Moldavie. En tout, ce sont aujourd'hui 7 États qui sont candidats à l'admission dans l'Union européenne. Face à un processus d'adhésion long et complexe, la CPE peut constituer une nouvelle phase d'intégration plus poussée que les accords d'association déjà conclus entre l'UE et ses pays. Elle peut ainsi constituer une nouvelle marche vers le statut d'État membre. Ainsi, si la communauté politique européenne a été présentée comme une première étape vers l'adhésion de certains États dans l'Union, certains États candidats comme l'Ukraine, qui espéraient une adhésion accélérée, l'ont perçue comme une antichambre à une véritable adhésion justifiant de repousser sine die de leur intégration. Madame la Ministre, pouvez-vous nous éclairer sur les conséquences de la communauté politique européenne quant à la procédure d'élargissement de l'UE et son rôle dans les relations avec le Royaume-Uni? Je vous remercie.
Merci. La parole est à Monsieur Rodrigo Arenas pour le groupe La France Insoumise. C'est bon. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs, Mesdames. Vous avez raison, Madame Beaune, on va revenir à l'essentiel. Du coup, je vais faire très très court. Parce que l'Europe n'est pas une construction seulement d'un Parlement, elle n'est pas la construction aussi de décrets et de technicité, elle est la volonté des peuples européens à se donner une nouvelle dimension suite à un des pires épisodes qu'a traversé le continent européen. Et en cela, elle est d'abord le fruit d'une volonté des peuples, avant d'être une volonté politique de celles et ceux qui les représentent. Du coup, j'ai profondément modifié ma question pour reprendre un peu votre intervention, pour que vous puissiez nous expliciter en fait quelle est la raison d'être en fait de cette communauté politique européenne que vous décrivez ici, parce que l'esprit est plus important parfois que la lettre. Et ma deuxième question, c'est dans cette construction, encore une fois, qui est populaire, donc citoyenne, quelle est la place à la société civile qu'on compte y donner, puisqu'il me semble que nous-mêmes, dans nos travaux, nous sommes profondément bousculés par ce qui se passe à l'extérieur des ordres de la République, sans que ce soit péjoratif dans ma bouche, et que souvent nous sommes influencés par toutes ces associations, ces organisations qui nous expliquent que parfois nous délibérons un peu à côté des préoccupations de notre population, et ce à quoi nous sommes confrontés en France est aussi valable dans d'autres pays européens, et qui se traduit de notre point de vue, pour notre groupe, parfois de la pire des façons, en amenant au pouvoir des gouvernements qui sont bien éloignés de l'idéal républicain, de l'idéal européen, et qu'à ce titre, ça nous interroge tous pour continuer à perpétuer cette voie de partage, de coopération, de fraternité entre les peuples qui est mise à mal en Europe, mais j'ai envie de le dire aussi à travers le monde. Donc ma question à ce sens-là, quelle perspective vous comptez donner à travers le sujet que nous observons aujourd'hui pour que ce que nous allons construire à l'Europe ait une résonance internationale et que nous soyons de nature à faire face à ces superpuissances qui émergent. Je pense évidemment à la Russie, à la Chine, mais aussi aux États-Unis, dont lesquels nos rapports sont souvent à l'encontre de notre intérêt national, voire de l'intérêt européen tout court, et qui était le sens des questions qu'avait posées Nathalie Oziol sur les traités qui nous lisent. Merci, madame. Merci beaucoup. La parole est à Frédéric Petit pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. D'abord, je voudrais revenir, chers collègues, sur quelque chose que je dis depuis le 24 février. La guerre nous montre le concret des valeurs. Chez nous, les soldats sont citoyens. L'économie, c'est de la coopération et ce n'est pas une arme de guerre. Et la société civile n'est pas bombardée, on essaye de l'associer. Madame la Ministre, je voudrais revenir sur un sujet qui me tient à cœur. Je crois que la communauté politique européenne pourrait s'occuper d'agriculture. Je vais m'expliquer, on parle de souveraineté. Je crois que beaucoup de gens ne sentent pas, aussi bien que moi, vous le savez que c'est des pays que je connais bien, que la politique agricole commune de l'Union européenne va être à tout le moins bousculée par la candidature de l'Ukraine, qui doit représenter une force agricole et des dangers agricoles, puisque c'est une agriculture qui n'est pas encore tout à fait verte. Et je crois qu'il y aurait intérêt à ce que, dans cet esprit, que la communauté politique européenne, ce que je comprends, mes chers collègues, c'est que cette communauté politique européenne va être une parole vers l'extérieur, va permettre à des pays candidats d'être déjà associés à tout ce qui va nous aider par rapport à l'extérieur, par rapport à la Chine, comme vient de le rappeler notre collègue, par rapport à la Russie. Et je crois que le travail que nous avons à faire par rapport à cette souveraineté pourrait aller assez vite, pas uniquement en termes militaires, comme l'a rappelé un collègue tout à l'heure, mais également en termes agricoles. Et je crois qu'il faudrait que ce déséquilibre agricole qui soit anticipé par la communauté politique européenne en amont de l'adhésion. Je pense à la Moldavie. Vous savez que la Moldavie commence à faire du bon vin, que l'Ukraine, on sait ce que c'est, que la Géorgie a des enjeux vétérinaires qui sont importants dans la politique agricole. Donc je crois que cette dimension-là devrait être associée non pas en termes de politique agricole, mais en termes de souveraineté de base. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Madame Brigitte Klinkert pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je me réjouis bien évidemment de la création de la communauté politique européenne à l'initiative du Président de la République. Le chancelier Scholz s'est lui aussi félicité de la création de cette structure, qui est un succès avec 44 chefs d'État et de gouvernement qui ont participé à sa création. Je me réjouis aussi du fait que la CPE dispose déjà d'un agenda. Alors, Madame la Ministre, comment envisagez-vous d'inscrire la CPE dans la durée ?
puisque la CPE est à la fois une antichambre de l'Union européenne, mais aussi en quelque sorte une communauté à la carte. Dans ce cas, comment assurer un avenir à la CPE? Veiller à avoir des résultats concrets au-delà des échanges, même si évidemment les échanges entre ces pays sont déjà très importants. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Sophia Chikirou pour le groupe La France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, bonjour. Et voilà, ma question va porter sur la communauté politique européenne et sur la présence de l'Azerbaïdjan dans cet espace. Voilà, soyons assez directs. Est-ce que vous pensez que la présence de l'Azerbaïdjan peut être considérée comme assez salutaire pour essayer de discuter et d'élaborer la paix avec l'Arménie? Ok, on voit très bien l'aspect positif de cette présence. Toutefois, on voit aussi que la Russie en est exclue, alors que la Russie, on peut considérer que le régime d'Azerbaïdjan est tout aussi autoritaire et violent que celui de Russie, qu'ils ont commis aussi le crime de passer la frontière et d'attaquer leurs voisins. Est-ce que vous ne trouvez pas anormal que la France et l'Union européenne achètent du gaz d'Azerbaïdjan pour remplacer le gaz russe, premièrement, alors que on peut faire les mêmes reproches à l'Azerbaïdjan qu'à la Russie. Deuxièmement, que fait la France pour aider l'Arménie et pour aider le peuple arménien attaqué, concrètement? Et troisièmement, question un peu plus difficile, est-ce que la France va sacrifier les Arméniens pour du gaz azerbaïdjanais? On a déjà vu la France sacrifier les Kurdes dans un conflit précédent et pas très loin. Espérons qu'on sauvera l'honneur cette fois-ci. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Charles Sitzenstool pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voulais revenir aux conclusions du Conseil européen, notamment le point 15 qui concerne l'alimentation et l'agriculture. La guerre en Ukraine nous a rappelé à quel point l'alimentation pouvait être utilisée comme une arme dans un conflit et la Russie ne se prive pas d'en faire usage. Et donc je salue le fait que les conclusions disent clairement que la Russie, en faisant de l'alimentation une arme dans sa guerre contre l'Ukraine, est la seule responsable de la crise mondiale de la sécurité alimentaire. Cet été a été conclu à Istanbul un accord entre l'Ukraine et la Russie pour permettre l'exportation des céréales et des engrais produits en Ukraine. Accord qui était une bonne idée, accord fragile, et on en a eu la confirmation le 29 octobre dernier, puisque la Russie a suspendu sa participation à l'accord d'Istanbul et plonge à nouveau les exportations ukrainiennes en matière agricole dans l'incertitude et par voie de conséquence déstabilise les marchés agricoles mondiaux. Donc ma question est assez simple. Je voulais savoir comment est-ce que l'Union européenne entend désormais agir sur ce sujet-là, et puis également est-ce que le gouvernement français aura une position et une activité particulière pour que la crise sur les marchés agricoles soit détendue le plus rapidement possible. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Stéphane Buchou pour le groupe Renaissance. Ah, pas de question. Alors la parole est à Madame Nicole Lepay pour le groupe Renaissance. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. La question énergétique cristallise plusieurs inquiétudes et je sais le Conseil européen impliqué afin de trouver des moyens de protection face à la tension actuelle. Des mesures concrètes ont été présentées, notamment un corridor de prix dynamique temporaire pour les transactions sur le gaz naturel. Pourriez-vous détailler ce dispositif et surtout sa temporalité? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Pascale Boyer. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. La guerre en Ukraine a renforcé la solidarité européenne en matière d'énergie. Désormais, il est majeur que la politique énergétique de l'Union européenne priorise son indépendance au gaz russe et maximise ses investissements dans les énergies renouvelables pour obtenir sa souveraineté énergétique. Les 20 et 21 octobre dernier, le Conseil européen s'est réuni à Bruxelles. Les 27 chefs d'État ont pris des mesures pour lutter contre la volatilité des prix du gaz afin de diminuer les risques d'accroissement des tarifs de ce marché. Mais qu'en est-il du positionnement du Conseil européen sur l'énergie produite par des réacteurs nucléaires? La France, à elle seule, produit environ la moitié de cette énergie produite en Europe. Multiplier la production de cette énergie aurait deux atouts.
L'un est environnemental, puisqu'il éviterait une trop grande utilisation des centrales à charbon, et l'autre est géopolitique, puisque diminuerait notre dépendance au charbon provenant de Russie. Merci. Merci beaucoup. Dernière prise de parole, Laurence Christol pour le groupe Renaissance. Madame la ministre, après l'abandon du projet de gazoduc Transpyrénées-Midcat lors du Conseil européen et de son remplacement par le projet Barmar, pouvez-vous nous en dire plus sur la faisabilité de ce gazoduc qui devrait relier Barcelone à Marseille? Quelles perspectives à ce stade peut-on entrevoir en termes de financement et de calendrier? Et qu'en est-il de la protection des fonds de la Méditerranée, comme celui du parc naturel marin du golfe du Lion? Je vous remercie. Merci. S'il n'y a plus de questions, Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, et merci pour vos questions. Alors, en commençant par la CPE comme antichambre de l'adhésion et la question sur le Royaume-Uni. La CPE n'est pas l'antichambre de l'adhésion comme je le disais. Effectivement, elle prend en compte le fait qu'on passe du temps quand on est dans un processus d'adhésion, que politiquement, c'est quelque chose de très difficile, de long, de technique, et beaucoup de gouvernements ont eu à en souffrir. Donc la CPE va permettre d'offrir des coopérations avec ces pays qui vont non seulement offrir une photo politique où les chefs d'État et de gouvernement sont sur un pied d'égalité avec l'Union européenne, ce qui est important dans cette période, mais également des accords sur des sujets plus particuliers pour que les bénéfices d'appartenance à l'Union européenne soient tangibles assez rapidement. En ce qui concerne le Royaume-Uni, c'est évidemment très positif de les avoir à la fois sur les questions de sécurité d'un point de vue défense, mais aussi énergétique, sur la sécurité des infrastructures notamment. Et c'est bien que le gouvernement britannique ait décidé de nous rejoindre. Il y aura aussi des sujets migratoires, donc évidemment, ils feront partie. Ce qu'il faut maintenant, et vous l'avez souligné, et plusieurs d'entre vous l'ont demandé, c'est effectivement avoir des coopérations plus concrètes. L'image politique, elle a été là, avec des rapprochements sur la connectivité, sur la mobilité des jeunes notamment, puisque c'est eux qui feront l'adhésion, comme vous savez, au projet européen. Une des choses que l'on peut regarder, c'est le roaming, et permettre d'avoir des communications pas chères dans tous les pays de l'Union européenne. C'est un peu plus compliqué qu'il y paraît, mais c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler. Monsieur le député Rodrigo Arenas, merci de votre question. Je pense que vous avez répondu en partie à la question que vous posiez, qui est effectivement la raison d'être de la communauté politique européenne, et de rassembler la grande famille des citoyens sur le continent européen qui vivent, qui croient à la démocratie, à la représentation, à la liberté et à la liberté à la fois d'un point de vue de valeurs et démocratique, et aussi dans les relations économiques. Vous avez raison sur la société civile, et d'ailleurs je l'ai mentionné dans mon introduction. Non seulement nous accueillons et nous serons reconnaissants de toutes les suggestions qui pourront être faites sur comment animer effectivement la communauté politique européenne pour la société civile, et notamment pour les jeunes. Vous avez vu que dans l'introduction, j'ai parlé de la mobilité des jeunes. Il y a du service volontaire européen qui peut être étendu. Toutes les initiatives qui sont proposées sont bien évidemment les bienvenues. Monsieur le député Frédéric Petit, j'ai beaucoup aimé votre introduction aussi. J'ai essayé de prendre les notes pour m'en rappeler, mais après, pour pouvoir éventuellement vous citer à ce sujet. C'est vrai que c'est une idée bienvenue. La communauté politique européenne peut effectivement s'occuper aussi d'agriculture. Vous savez qu'avec l'Ukraine et la Moldavie, il y a déjà un accord d'association dont le but est à la fois de leur permettre de participer aux échanges agricoles, et particulièrement dans les circonstances actuelles, mais aussi de protéger nos agriculteurs. C'est un équilibre qui est important et auquel nous ferons attention. À nouveau, et comme je
je le disais précédemment, si vous avez des idées plus concrètes, n'hésitez pas à nous les faire parvenir parce qu'elles seront intéressantes. Puisque cette CPE, elle est en construction et elle est évidemment en construction avec toutes les personnes qui souhaitent apporter leur pierre. Madame la ministre Klinkert, vous avez parlé de résultats concrets de ce qu'on était en train de faire maintenant entre aujourd'hui et la première réunion le 6 octobre et celle qui aura lieu en Moldavie. Puisque le sujet politique, je crois, a bien accroché, il faut maintenant que nous consolidions et que nous avancions sur les sujets partenariats et notamment leur financement. Donc on est en train de regarder plusieurs choses, à la fois ce qui existe déjà et comment ça peut être accéléré pour faire aboutir des projets dans le cadre de la communauté politique européenne, et puis de regarder aussi comment on peut s'appuyer sur les différentes institutions européennes, notamment financières, pour pouvoir diriger des fonds ou à nouveau accélérer sur des projets de coopération communs. Madame la députée Chirikou, vous avez noté que la Russie était exclue de la communauté politique européenne. J'ai mal prononcé votre nom. Pardon. Je suis un peu dyslexique quand j'essaye de prendre les choses vite. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, la Russie n'est pas dans la CPE. Vous saviez qu'elle était dans la première version et que cette première version, il y a plusieurs dizaines d'années, n'a effectivement pas fonctionné. C'est quelque chose en devenir, c'est une construction. Nous avons vraiment besoin que tout le monde participe et aide à la consolider. Quand je dis tout le monde, c'est à la fois les citoyens de l'Union européenne, mais aussi des pays du voisinage de l'Union européenne, des 44 qui sont dans cette communauté politique européenne. Une des choses que je n'ai pas encore mentionnées, c'est dans ces 44 pays vont avoir des Sherpas, comme pour des réunions G7 ou G20, qui vont travailler entre deux réunions pour... non, je suis dyslexique et en plus je me répète. Vous m'avez percé à jour. C'est important parce que c'est ce qui va permettre de faire le suivi. Sur l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la première chose que je souhaite dire, c'est effectivement la CPE va permettre de faire des dialogues entre des pays qui devraient et qui, pour lesquels on a besoin d'amener la paix. J'étais à l'entretien entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui a duré un certain nombre d'heures et de discussions difficiles, mais discussions qui étaient nécessaires pour obtenir cette mission qui va sur les frontières et qui va effectivement rapporter au comité qui sera en charge d'étudier ces rapports. C'est important de voir quel est l'état des lieux sur les frontières. C'est important que des personnes puissent s'y rendre, qu'elles soient protégées, qu'elles n'aient rien à craindre des deux côtés. Et obtenir cet accord, je vous assure, a été une prouesse, vraiment, d'arriver à les faire tomber sur quelque chose sur lequel tous les deux pouvaient signer. Vous avez raison, je crois que c'est le sens de votre propos de souligner que rien n'est acquis et qu'il va falloir qu'on soit, quand je dis on, c'est tout le monde en européen, très présent pour continuer de favoriser ce dialogue. Sur les achats de gaz, la France n'achète pas de gaz à l'Azerbaïdjan. La présidente de la Commission européenne y est allée parce que dans ce contexte de guerre en Russie, effectivement, il y a une diversification qui est nécessaire. Pour préserver l'unité européenne, je crois qu'il est très important cet hiver de protéger les populations, les citoyens de tous les pays de l'Union européenne, dont tous ne bénéficient pas du même bouclier que celui qui a été mis en France. Vous avez vu les démonstrations dans certains pays, les manifestations dans certains pays de l'Est. Il est important que nous puissions tous être là, présents et passer l'hiver pour résister à la guerre hybride que la Russie est en train de mener à l'Ukraine, mais aussi à nos sociétés, comme vous le savez. Monsieur le député Steven Stool, et là j'espère que je n'ai pas fait d'erreur de prononciation, sur les céréales. La France est effectivement à l'initiative pour endiguer la crise alimentaire, et nous allons continuer de nous mobiliser
Sur ce sujet, vous savez qu'il y a eu la mise en œuvre des voies de solidarité qui ont permis l'exportation de près de 13 millions de tonnes de céréales et de produits alimentaires. C'est plus de la moitié des céréales ukrainiennes qui étaient exportées depuis le début de l'agression russe. Nous avons également soutenu et continuerons de soutenir la création du mécanisme d'urgence d'achat groupé d'engrais pour l'Afrique et l'acheminement vers le programme alimentaire mondial des céréales vers l'Afrique. La Russie a annoncé le 2 novembre reprendre sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Nous la prenons au mot et nous serons bien sûr extrêmement vigilants. Madame la députée Lepay, vous m'avez interrogé sur le dispositif du corridor. Alors d'abord, il est toujours à l'étude, mais ce que je peux faire, c'est vous donner le sens de ce corridor. L'idée, c'est effectivement d'arriver à plafonner les prix du gaz et à éviter qu'ils deviennent trop chers, tout en ne nous coupant pas de l'offre, puisque le marché du gaz liquéfié, comme vous savez, est mondial, et que non seulement l'Europe, mais également l'Asie et la Chine achètent ce gaz et que l'offre n'est pas extensible. Donc c'est un arbitrage qui, je crois, est très constructif entre mettre un plafond, contenir l'évolution des prix du gaz et assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz pour l'ensemble de l'Union européenne cet hiver. Effectivement, quand on parle de diversification, ça m'amène à la question suivante. Nous devons aussi parler de nucléaire. Vous savez, la ministre de l'Énergie s'est exprimée beaucoup sur le sujet, que nous essayons d'accélérer la remise en activité de toutes celles qui ont été retardées pour des raisons de maintenance, et notamment avec des retards dus au Covid. Il y a également la loi d'accélération qu'Agnès Pannier-Runacher a présentée. Effectivement, c'est notre désir d'aller plus vite là. C'était notre désir, et je crois un succès de la présidence française de l'Union européenne, d'avoir pu défendre le nucléaire dans la taxonomie pour la transition énergétique. Et nous allons continuer, et nous suivons avec attention les trilogues. Enfin, sur Barmar, le président, Madame Christel, le président de la République a rencontré, comme vous savez, ses homologues portugais et espagnols le 20 octobre dernier à Bruxelles en marge du Conseil européen. L'idée, c'était vraiment de dire que nous ne voulons pas favoriser le gaz et nous ne voulons pas investir dans des infrastructures qui vont durer des décennies pour transporter du gaz, alors que nous sommes en train de faire la transition énergétique. Et le projet MidCat, comme vous le savez, reposait sur l'utilisation de gaz d'origine fossile. C'est pour ça qu'il a été décidé de l'abandonner. L'interconnexion qui va relier Barcelone à Marseille, sous-marine, c'est l'option la plus directe et la plus efficace pour relier la péninsule ibérique à l'Europe centrale. Et c'est aussi l'option pour faire un corridor énergétique qui soit vert entre cette péninsule et la France, puisqu'elle va transporter de l'hydrogène bas carbone en priorité et d'autres gaz renouvelables. Vous avez vu que dans le communiqué, il y a marqué une proportion très limitée de gaz. L'idée, c'est vraiment de construire quelque chose pour l'hydrogène et pas le gaz. C'est donc l'inverse de ce qui avait été pensé pour MidCat. Donc les travaux préparatoires sont en cours et il y aura une réunion des 3 dirigeants à Alicante le 9 décembre qui sera un point d'étape sur le calendrier, sur le financement et sur les questions techniques. S'agissant, et effectivement vous avez raison de le souligner, du parc maritime naturel du golfe de Lion, nous allons aussi dans les études de faisabilité regarder les impacts environnementaux et nous serons très attentifs à respecter les standards environnementaux. C'est à nouveau ce qui sera discuté à la fois au sommet d'Alicante et peut-être plus après s'il y en a besoin pour les études de faisabilité. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. S'il n'y a plus de demande de questions, je vous propose de mettre un terme à cette audition. Je voulais vous remercier pour la qualité de vos réponses et le temps que vous y avez consacré. Et je vous propose qu'on se retrouve une prochaine fois à la suite d'un prochain sommet européen au mois de décembre, peut-être à la rentrée en janvier. Merci. Voilà, merci beaucoup. Chers collègues, je vais vous demander de rester une petite minute encore parce que j'ai des nominations de rapporteurs à faire. Je pense que certains sont intéressés. Et puis ensuite vous pouvez y aller.
Alors, je vous propose, s'il vous plaît, juste une petite minute d'attention, ça va aller assez vite. Sur la proposition de résolution européenne relative à l'interdiction des additifs nitrés dans les produits de charcuterie, je suis saisi de la candidature de Richard Ramos, qui est l'auteur de ce texte. Je vous propose qu'il soit nommé rapporteur. Je vous rappelle que le bureau a posé pour règle que les propositions de résolution européenne seraient rapportées par leurs auteurs, ce qui est donc le cas. Je suis également saisi de différentes candidatures pour les rapports d'information suivants. La souveraineté alimentaire européenne, donc ce sera M. Charles Sitzenstuhl pour le groupe Renaissance, avec Rodrigo Arenas pour le groupe LFI, qui vient de sortir. Sur l'économie circulaire, seront rapporteurs Mme Félicie Girard pour le groupe Horizon et M. Pierrick Berthelot pour le groupe Rassemblement National. Pour la sécurité énergétique et la réforme du marché de l'énergie, Mme Pascale Boyer du groupe Renaissance et Mme Nathalie Oziol du groupe LFI. Pour l'Union face aux défis migratoires, je suis saisi des candidatures de M. Benjamin Haddad du groupe Renaissance et de M. Gabriel Amar du groupe LFI. Et enfin, pour les suites de la conférence sur l'avenir de l'Europe, moi-même et Mme Julie Laernoès du groupe écologiste. S'il n'y a pas d'objection de votre part, je vous propose d'acter ces nominations. J'attends encore des groupes LR, Renaissance, et c'est tout, que des noms nous soient donnés pour procéder aux nominations des rapporteurs pour les rapports d'information relatifs à la révision des règles budgétaires européennes, à l'économie circulaire, au bilan des accords de libre-échange et sur la guerre en Ukraine. Voilà, donc sur ces rapports-là, j'attends que LR et Renaissance reviennent vers moi. Donc voilà, prochaine réunion mercredi 9 à 13h45 avec l'audition de l'ambassadeur d'Ukraine en France devant notre commission. À la semaine prochaine.